Ça montre qu'une partie de ces Medjez séjourne durant de très longues périodes dans la basse vallée du Nil. Les habitants de Moyenne-Égypte subissent alors l'agressivité thébaine, comme l'illustre le grand récit épique de l'époque, intitulé, j'en parlais tout à l'heure, Guerre de l'an 3 de Kamosé. Ce texte raconte la guerre menée par le roi de Thèbes, Kamosé, donc guerre contre un certain Téti, dont la base politique et militaire se trouve à Néfroussi, en Moyenne-Égypte, à quelques kilomètres du site stratégique de Kusaï. Le roi se met en scène tout au long du récit et parle à la première personne. Il se délecte à rapporter en détail la prise et la destruction de Néfroussi. C'est sur mon vaisseau, le cœur réjoui, que j'ai passé la nuit. À l'aube, je me trouvais à bord, pareil au faucon, et après le repas, je la ravageais, en parlant de Néfroussi, ayant renversé ses murailles, tuant des gens, ces gens, les gens de la ville évidemment, et faisant descendre sa femme vers la rive, la femme de Téti. Mon armée était pareille à un groupe de lions chargés de butin ployant sous les esclaves, les troupeaux, la graisse et le miel, tout occupés à se partager le butin, le cœur rempli de joie. La même dureté se retrouve dans la biographie funéraire d'Amosé, fils d'Abana, un des chefs des caravanes qui participe à l'essentiel des campagnes thébaines. Il raconte la fin terrifiante d'un homme nommé Tétian qui a eu l'audace de se révolter contre Amosé. Alors vint ce fameux rebelle nommé Tétian qui s'était entouré d'un ramassis de misérables. Sa majesté le massacra, ses comparses retournèrent au néant dont ils étaient issus. Charmant. L'irruption du langage parlé en fait dans les compositions littéraires constitue en fait une nouveauté parce qu'on introduit la langue du peuple, le néo-égyptien, dans un texte officiel. Les rois de Thèbes commandent à leurs scribes des récits épiques dont ils sont les héros. La prise de Néfroussi constitue le début officiel de ce qu'on appelle la guerre contre Avaris et le commencement de la reconquête du Nord. Kamosé se lance donc à l'assaut d'Avaris en 1555, avant notre ère, vous avez compris, et ses armées étendent peu à peu leur emprise sur le nord. Les Avarites, de leur côté, ne sont pas inactifs et ils s'emparent de la ville de Memphis. Désormais, les deux royaumes se font face, c'est la fameuse guerre des couronnes. En réalité, Kamosé reconnaît pleinement l'autorité royale d'Apophis. Vous avez le souverain Hyksos. Il veut simplement être reconnu comme un grand Our par son rival du Nord et qu'il se soumette à son pouvoir. Mais Apophis refuse tout net. Kamosé adopte alors une stratégie plus agressive. La guerre s'impose dans les esprits, c'est souvent comme ça. Les rois d'Avaris sont assimilés à des envahisseurs étrangers qu'il faut chasser d'Égypte à tout prix. Et vers 1570 avant notre ère, le père de Kamosé, Sekenenre-Taha, numéro 2, dit le brave, mène ses troupes jusqu'aux environs de Koussaé, au sud d'Hermopolis. Capturé par les hommes d'Apophis, il est brutalement exécuté. Alors vous allez me dire, brutalement exécuté, qu'on soit brutalement exécuté ou tout simplement exécuté, on est exécuté. Son fils aîné, Kamosé, reprend la lutte. Les auteurs thébains font appel à la figure littéraire traditionnelle du roi lucide, volontaire, qui passe outre les avis de ses conseillers, pas très motivé d'ailleurs pour entreprendre une campagne militaire d'envergure. Et Kamosé se lance à l'assaut d'Avaris, et voilà ce qu'il dit, du delta jusqu'à Kusaï, c'est l'eau des Asiatiques. Arrache-leur la langue à eux tous, c'est un tel bonheur pour nous que notre Égypte. Il se rend compte que les Hyksos disposent quand même d'un atout majeur, le char, tiré par des chevaux qui leur assurent une rapidité d'intervention. Les rois de Thèbes décident d'adopter cette nouvelle arme qui leur permet de combattre efficacement leurs ennemis avec leurs propres armes du coup. Ils s'attachent aussi les services de mercenaires Medjez d'origine nubienne. Appuyé par sa flotte, il s'empare tour à tour de Geblen et d'Hermopolis avant d'arriver devant les portes d'Avaris. La ville est alors livrée aux flammes. Ses soldats emportent toutes ses richesses, vins, produits aromatiques, bois de grande qualité, de son bateau. Kamosé se réjouit alors de ce qu'il voit. J'ai observé ces femmes au sommet de sa forteresse, en train de regarder à leurs fenêtres vers le port. Lorsqu'elles regardent par ces meurtrières sur leurs remparts, semblables aux petits rongeurs au fond de leurs trous, en disant « c'est l'envahisseur ». Apophis dépêche alors un messager vers le roi de Couche pour lui demander aide et assistance. Mais il est capturé par les soldats thébains qui coupent comme ça la communication entre les royaumes alliés.
Mais Kamosé s'est mis dans une situation lui aussi dangereuse qui aurait pu lui coûter très cher. Il est parti attaquer Avaris dans le delta du Nil avec toute son armée et il laisse Thèbes, sa capitale, isolée et sans défense, à la merci en fait d'une potentielle attaque nubienne cette fois. Après la prise d'Avaris, Kamosé s'empare de Tcharou, point de départ de la route qui conduit à Charwen. Et quand il meurt au combat, son frère Amosé monte sur le trône, on est en 1551. Comme il est encore qu'un enfant, la régence est assurée par la reine-mère, comme c'est souvent le cas, Aotep Ibré. Amossi reprend la lutte au cours de la 11e année de son règne, c'est sa mère qui supervise les opérations militaires, le jeune roi lance une dernière campagne vers Avaris qui a été reprise par l'armée d'un dénommé Kamoudi qui règne depuis Charwen, tout ça est un peu compliqué, le butin est maigre parce que la ville n'a pas eu le temps évidemment de se remettre de l'attaque de Kamosé. Cette fois, Amosé met fin à la monarchie du Nord, il ouvre aux Thébains les portes du Levant et de la Méditerranée orientale. Il fait construire un nouveau palais à Avaris et nomme sa mère souveraine des rives de la Méditerranée. C'est la fin de la guerre, déjà largement gagnée par Kamosé contre Avaris. Mais l'est du Sinaï n'est pas encore débarrassé de la présence des étrangers, entre guillemets. Les survivants s'enfuient en bandes désorganisées et repassent à la hâte l'isthme de Suez. Amosis poursuit les Hyksos jusqu'en Palestine. Il rase toutes les plateformes qui pourraient être utilisées pour tenter une contre-offensive. Il conquiert la Phénicie et le sud de la Syrie. Et il est le premier souverain égyptien à parvenir jusqu'aux rives de l'Euphrate en l'an 22 de son règne. Il s'empare de Charwen, situé dans le pays de Canaan. Il pose comme ça les bases de ce qui va aboutir à un protectorat égyptien au Levant, prémisse du grand empire des pharaons. Cette politique de conquête défensive inaugure une période de lutte entre Égyptiens et Asiatiques qui va durer près de 1000 ans. Alors il s'avance pas plus loin, il retourne en Égypte parce qu'il lui reste encore une autre puissance à vaincre, c'est le royaume de Kerma. Amosé ne sous-estime pas l'importance politique et économique de cet État africain. Sa capitale, Kerma, est située sur la rive droite du Nil, à quelques kilomètres de la 3e cataracte. La cité couvre une vaste surface entourant un très grand temple en briques crues où les autochtones rendent un culte au dieu bélier Amon. À l'extérieur de la ville est aménagée une vaste nécropole qui abrite près de 2000 tombes. Au moment de la reconquête de l'ensemble du royaume égyptien, Kerma constitue une puissante monarchie au nord du Soudan. Son économie repose en grande partie sur l'élevage de bovins. D'immenses troupeaux de bœufs à grandes cornes paissent dans la vallée du Nil et dans les savanes environnantes. C'est au nombre de têtes de bétail qu'on estime le prestige des membres de l'élite. Leurs tombes sont entourées de plusieurs milliers de crânes de taureaux ou de bœufs. Le royaume de Kerma entretient d'intenses relations commerciales avec le Levant et la Méditerranée par le biais du Nil et des routes qui traversent le désert occidental égyptien. L'encens et la myrrhe, produits au pays de Punt, arrivent directement à Kerma avant d'être acheminés vers la Méditerranée. Des caravanes venues du désert oriental acheminent l'or, de l'ivoire, d'éléphants et des peaux de léopard. Les forteresses érigées par les rois d'Ititaoui conservent leur vocation commerciale sous l'autorité des rois de Kerma. Les habitants conservent l'usage de l'écriture hiéroglyphique et certains portent même des noms égyptiens, ce qui crée de petites sociétés multiculturelles. Si vous avez l'occasion d'avoir des cartes devant les yeux, c'est le plus simple pour comprendre. Le royaume de Kerma représente donc une sérieuse rivale, si vous voulez, au pouvoir de Thèbes, et elle commence à empiéter dangereusement quand même sur la Haute-Égypte, comme l'atteste d'ailleurs un sceau portant le nom d'un roi couchite découvert à Éléphantine. De son côté, El-Kab est attaqué par une coalition menée par le roi de Couche, réunissant des tribus de Basse-Nubie, des oasis du désert oriental et du pays de Punt. Dans la première moitié du XVe siècle, la main de Kerma se fait de plus en plus pesante sur la Haute-Égypte. Les habitants sont enrôlés de gré ou de force dans l'armée couchite. Ils sont rémunérés grâce à l'or extrait des mines du sud de la Nubie, qui leur permet, une fois retirés de l'armée, d'acheter des terres dans leur région d'origine. À El-Kab, on trouve des pro-nubiens, mais aussi des pro-thébains, comme ce soldat, Abana, qui donne à son fils le nom d'Amosé et qui participe à la campagne de destruction du royaume d'Avaris. Les rois de Thèbes s'achètent le soutien des nobles de la région qu'ils espèrent un jour gouverner.
Et face à l'attaque des armées de Kamosé, Apophis tente de pousser le roi de Kerma à envahir du coup la Haute-Égypte pour contraindre les Thébains à se battre sur 2 fronts et élargir évidemment l'armée. Kamosé tire les conséquences de la manœuvre et en 1552 avant notre ère, il lance son armée contre Kerma. Et il s'empare de la forteresse de Bouenne et nomme un nouveau gouverneur, Amosé Touros, qui signifie valeureux guerrier du roi Amosé. Plus tard, Amosé élève sur place un monument où le décor le représente en compagnie de sa mère, Ahotep, qui a certainement œuvré dans l'ombre à la conquête de la deuxième cataracte. Les Thébains affrontent les roitelets locaux et les peuples nomades qui vivent en Basse-Nubie. En cette période de violence, les éleveurs érigent une forteresse au Wadi Es-Seouba, au bord de l'actuel lac Nasser. Alors on ne dispose pas beaucoup d'informations sur la prise de Kerma. Ce qui est certain, c'est que l'activité sur le site se réduit progressivement dans la seconde moitié du XVIe siècle, après l'invasion de la région par les Thébains.